Bonjour à tous les amis, bienvenue pour cette nouvelle interview confinée des pilotes du championnat de France de la montagne. C'est déjà le 8e épisode de ces interviews confinées que vous pouvez retrouver, je vous le rappelle, sur le groupe des Mordus de la course de côte. Toutes les précédentes interviews et les prochaines sont disponibles, vous pouvez bien les regarder comme vous le souhaitez. Mes invités de ce soir, alors on a fait un peu plus serré, parce qu'on a 4 invités aujourd'hui au lieu de 3. Je vais vous les présenter, même si vous les avez à l'écran. Dans un premier temps, on accueille une paire de frangins, d'une famille de fans de sport auto et d'anciens pilotes. On les voit fréquemment sur les épreuves du championnat au volant de leur Norma respective. Il s'agit d'Étienne et de Marc Pernaut. Salut les gars. Salut à tous. Bon, j'espère que vous n'avez pas pris trop de risques pour vous rejoindre tous les deux, parce qu'on sait qu'il faut rester chez soi en théorie en cette période de confinement. Je continue avec un garçon qu'on a eu l'habitude de voir pendant de nombreuses années au volant de sa Scora Maxi. Il va nous parler de son nouveau projet qui était prévu pour ce début de saison 2020 avec une superbe auto. Il s'agit d'Anthony Dubois. Salut Anthony. Bonjour à tous. Et puis, on accueille également celui qui est champion de France en titre en GT Sport. Il s'agit de Frédéric Santarelli. Salut Fred. Bonjour à tous. Bon, ma première question, messieurs. Déjà, je vous remercie d'être à mes côtés, d'avoir accepté de jouer le jeu de ces interviews confinées. Comment se passe votre confinement, Fred? Explique-nous un petit peu comment ça se passe pour toi ces journées. Moi, je n'ai pas à me plaindre. Je suis chez moi dans ma maison à Lyon. Voilà, j'ai de la place, je manque de rien, il n'y a pas de souci. Je suis en télétravail, donc je m'occupe aussi. Et puis, ça me permet de m'organiser, d'ouvrir des vieux cartons. Vous avez dû voir un peu sur mon Facebook des vieilles images. On a vu de bien belles photos de toute ta carrière. On va en reparler en plus tout à l'heure, donc c'est parfait. C'est parfait. Ouais, donc c'est plutôt sympa. Ça me permet de faire des choses que je n'ai pas le temps de faire en temps normal. J'essaye de voir encore une fois positif et essayer de m'occuper à faire des choses agréables pendant ces moments un peu compliqués, quoi. Bien sûr. En tout cas, on te remercie d'être à nos côtés. Anthony, parle-nous un petit peu de ton confinement. Anthony, qu'est-ce que tu fais de tes journées? Écoute, moi je travaille encore, donc il y a toujours le rythme du travail, même s'il y a moins d'activité en ce moment. Et puis j'ai la chance d'avoir une maison, un jardin, donc c'est le moment de passer du temps avec la famille, les enfants, et puis faire des choses qu'on n'a pas le temps de faire d'habitude. Et puis j'ai aussi la chance d'avoir le garage qui est pas loin, donc j'ai de quoi m'occuper. Ouais, non, c'est sûr. Et puis on verra, il y a une belle nouveauté dans le garage. En plus, on en reparlera tout à l'heure. Étienne, Marc, comment ça se passe pour vous le confinement du côté d'Ornans? Écoute, pour ma part, ça va parce que je continue à travailler au garage. Donc, on n'a pas trop cessé l'activité parce qu'il faut toujours être au service des clients. Donc, pour ma part, ça se passe à peu près comme d'habitude, si je peux dire. On se lève le matin, on rentre le soir et puis on travaille la journée. Et le week-end, on s'occupe. Il y a toujours à s'occuper à l'atelier, à gauche, à droite. Donc, il y a de quoi faire. Ouais, c'est sûr. Et toi, Étienne, comment ça se passe pour toi? Écoute, pas trop mal. J'ai pris le travail début de semaine et puis voilà, on s'occupe. Bon, c'est l'essentiel en tout cas de pas s'ennuyer en cette période où à l'heure où on tourne cette vidéo, on devrait être pour certains sur les pentes de la course de côte d'Abrège-Villers. Mais bon, malheureusement, on est toujours à la maison, donc on en profite pour ces interviews confinées. Étienne, Marc, vous allez rester avec moi parce qu'on va commencer par vous ce jeu de questions-réponses. Vous le savez, dans ces vidéos, le but du jeu, c'est aussi que vous parliez un petit peu de votre carrière, de vos souvenirs en course de côte. Et justement, moi, je voulais commencer en abordant ce sujet-là. C'est vrai que on connaissait jusqu'à il y a quelques années votre nom, puisque vous êtes, on le rappelle, les fils d'Éric Pernaut, qui a animé pendant de très nombreuses années le championnat de France de la montagne. On imagine donc que vous avez grandi dans cet environnement-là. Parlez-nous un petit peu de votre début de carrière, de votre enfance, du moment où vous avez commencé le karting, comment ça s'est passé pour vous? Expliquez-nous tout ça. Je vais commencer. Quand on était gamin, on allait en course avec mon père, ma mère, le camping-car. Puis mon père sur les courses jusqu'en 2008. Et puis ensuite, il y a eu une petite année de battement. Et après, mon père nous a mis aux cartes. Donc, on nous a prêté un kart pour essayer, voir comment c'était. Et puis, nous, ça nous a bien plu. Donc, on a décidé d'acheter un premier kart qu'on partageait au début. Et ensuite, on a acheté un deuxième kart. Donc, ça, c'est tout en 2009.
Donc, on a fait une année d'entraînement de loisirs, comme ça, on roulait de temps en temps le week-end. Et puis en 2010, ben, on s'est lancé dans le championnat régional de kart. Donc, on était mon père et puis les deux, ils s'occupaient de nous deux, donc ils couraient un peu partout dans tous les sens, parce que bon, à l'époque, on n'était pas grand non plus, hein, on avait 12-13 ans. Et puis après, bon, on a progressé enfin, gentiment en kart. On a fait du cadet, national, et puis national, donc c'est Rotax Junior. Et pour finir, on a fait 2 ou 3 ans de cadet de 125 kart à boîte. Après, on a fait essentiellement du régional parce que ben, d'un point de vue financier, voilà, le kart, ça coûte quand même relativement cher. Mon père aimait le kart, mais il n'était pas plus emballé que ça non plus par la discipline. Mais on a vécu des bons moments, on s'est bien amusé en kart, en régional. On aimait bien, on s'entraînait, on allait un peu dans notre coin. Donc, on a la piste de kart qui est à 20 minutes de chez nous. Donc enfin, c'était vraiment sympa, quoi. C'était Ouais, et puis des très bons souvenirs. ça reste une bonne école pour apprendre le sport auto aussi, malgré tout. Donc, c'est vrai que c'est une étape intéressante. Étienne, comment tu l'as vécu, toi, cette période justement en karting? Quels sont les souvenirs qui reviennent à toi en l'évoquant? Bah, écoute, des très bons souvenirs, hein. Après, donc, la catégorie donc cadet au début, bon, c'était assez compliqué parce qu'on avait quand même du matériel assez vieillissant. Donc, on n'était pas très bien classé. National, c'était un peu mieux. Après, on était relativement beaucoup dans les courses régionales, donc ça apprend pas mal. Et puis, bon, c'est intense, hein. On était 20-25 pilotes, donc les dépassements, ça irait, quoi. Et ça apprend beaucoup. Et le KZ125, ben, le top, quoi. Enfin, niveau sensation, c'est top. Après, niveau réglage moteur, ça commence à être vraiment pointu. Et là-dessus, on était un peu dépassé par rapport à nos adversaires. Et puis, donc c'est pour ça qu'on s'est un peu retiré sur la fin, mais on a toujours un kart et voilà, on roule 2-3 fois dans l'année avec, et ça permet de garder les rythmes et voilà, d'avoir les sensations, quoi. Ah bah, c'est encore mieux en plus si vous avez la piste à côté, ça fait pas de mal. Alors, on va parler maintenant de vos débuts en course de côte parce que, bon, bien évidemment, de par votre passé, je dirais, vous avez forcément une appétence pour la course de côte. Vous arrivez, je crois, en 2016 avec votre première auto, avec la Formule Renault, la Tatus. Alors, moi, je voulais vous poser une question parce que pour ceux bon, qui vous connaîtraient un petit peu moins, vous avez une particularité, hein, tous les deux, c'est que bah, vous partagez le baquet de l'auto. Ça a toujours plus ou moins été le cas, même en kart, du coup, comme vous nous le disiez. Donc, quand vous passez en fait à la Formule Renault, comment vous décidez d'organiser le truc? Parce que j'imagine qu'il doit y avoir des frustrations aussi de temps en temps, de par votre proximité notamment avec Viafan. J'imagine que vous auriez tous les deux envie de rouler en même temps, mais comment vous arrivez à organiser tout ça? Ben, au début, donc, on a acheté l'auto donc début 2016. On a commencé la première course par la course de côte régionale de Colombier-Fontaine, qui est une course près de chez nous, en double montée. Et on a vite compris que ce n'était pas des autos faites pour ça et que c'est très compliqué en double monte. Voilà, avec des premiers Renault au niveau des pneus, au niveau du. Voilà, c'est pas fait pour. Donc on s'est dit voilà, il fallait qu'on fasse une course chacun. Et puis après, voilà, bon, c'est sûr, tu es bloqué un week-end quand l'autre roule, tu es un peu envieux, mais tu prends tout le monde en patience et puis tu roules le week-end d'après. Après, voilà, on s'est partagé les courses en fonction de nos affinités et puis voilà, ça se déroule bien. Ouais, Marc, ça te va, toi, ce programme, ce demi-programme, du coup, tu le vis comment, toi? Bah, écoute, on aurait un programme complet chacun, ce serait encore mieux, mais écoute, peut-être dans quelques années, ou ça aurait été même le cas en 2020, on aurait dû Ah, avoir un programme chacun. bah, tu nous en parleras, enfin, vous nous en parlerez tout à l'heure. Ne dévoile pas tout, ne dévoile pas tout. On en parlera tout à l'heure. Et ouais, bah, du coup, après, en 2016, on était quand même fin fou de faire de la course de côte, hein. Je me souviendrai toute ma vie de la première montée à Colombier-Fontaine, tu arrives au-dessus, enfin, ouais, tu te demandes où t'es, quoi. Après, t'es dans une bagnole quand même qui marche relativement bien. Quand tu débutes, c'est un bon apprentissage. Et puis, bah, on a fait comme ça notre première année. On a fait 3 courses chacun en 2016.
Bon, alors vous découvrez du coup un petit peu la côte, la voiture aussi par effet de ricochet. 2016-2017, bon, ça vous permet de faire quelques apparitions, notamment des manches du championnat de France. Et puis, bon, quelques régionales aussi, où tous les deux, finalement, vous êtes sur des perfs plutôt sympas, quoi, hein, avec des podiums de classe, quelques gros résultats. Fin d'année, vous terminez cette saison-là avec la Formule Renault et vous décidez de passer donc à la Norma. Donc une auto quand même différente. Pourquoi ce choix? Comment ça se met en place ce projet avec la 2 litres? Bah, en fait, on avait donc la Formule Renault, on avait fait voilà, plus ou moins. Au final, on a fait 7 courses chacun en Formule Renault. Hein, là, en 2017, on a dû faire 5 courses chacun. Donc, ça fait 8 courses chacun en Formule Renault. Et puis, ça s'était plutôt pas mal passé. Mais on sentait on a eu l'opportunité d'avoir une auto un peu plus puissante. Et puis, cette catégorie CN2, on était vraiment accrochés à regarder les résultats tous les week-ends. On regarde en CN2, je ne sais pas pourquoi cette catégorie, mais ça se bat au dixième. Puis c'est des autos vachement belles, quoi. Nous, les protos, ça nous a toujours fait rêver. Mon père avait un proto. Voilà. Ça nous a toujours plus fait rêver qu'une monoplace. Et puis, donc, on a eu l'occasion d'acquérir une 2 litres Norma Carbone, donc une 2016, donc déjà bien évoluée. Donc, on s'est lancé là-dedans assez rapidement pour la saison 2018, durant laquelle on a fait, pareil, 5 courses chacun. 5 courses chacun. Avec là encore des belles perfs, hein, malgré le changement de classe. Toi, Étienne, comment tu juges ce passage de la Formule Renault à la Norma en termes de pilotage, notamment comment tu appréhendes ce changement de monture? Bah, écoute, pour tout dire, au premier essai qu'on a fait, un circuit près de Metz, je crois, j'ai plus le nom en tête, Chamblet. C'était un essai sous la pluie avec des pneus pluie, mais ça accrochait fort. Enfin, c'était vraiment impressionnant. Par rapport à la Formule Renault, ça n'avait rien à voir. Ouais, plutôt confiant sur le circuit. Bon, après, moi, en première course, c'était à Bagnoles, donc c'était pas simple. Hein, quand tu arrives avec une auto comme ça à Bagnoles, les premières montées, je me demandais un peu où j'étais. Au final, c'est pas trop mal passé. Je finis quatrième à un dixième du podium, donc voilà, c'était bien. Et puis après, on s'est gentiment mis dans le rythme. Et puis à Champs-Rousse, je fais mon premier podium, il me semble. Donc voilà, c'était parti, quoi. C'était bien parti. Bon, et puis depuis 2018-2019, on vous a vu souvent à l'œuvre, notamment sur les manches du championnat de France de la montagne, à tel point que finalement, si vous étiez vraiment sur un vrai programme officiel CFM, vous auriez certainement pu jouer le haut du tableau, hein, pour le coup. Il y a eu cette finale de la Coupe de France, j'aimerais qu'on y revienne également sur la course de côte des Sarentines Beaujolaises au mois de septembre dernier. Alors, Étienne, toi, tu étais sur cette finale avec la Norma. Tu as longtemps été en lice pour la victoire jusqu'à la dernière montée, battu sur le fil par Thomas Chabot. Malgré tout, quand même, pour une deuxième saison avec la Norma, terminer deuxième de la finale de la Coupe de France, on imagine que c'est un résultat, certes peut-être un peu frustrant, mais qui, avec un peu de recul, doit te faire plaisir quand même, non? Oui, sur le coup, non. Sur le coup, tu es dégoûté parce que tu as, voilà, mené 5 des 6 manches du week-end. Tu te fais battre sur la dernière. Bon, après, voilà, on était, de toute façon, les 3 premiers, on était en quelques dixièmes. Voilà, ça s'est battu tout le week-end. Un peu sur voilà, un tracé très rapide. Voilà, ça se joue à rien, mais vraiment à rien, quoi. Et, ouais, j'arrive à la dernière montée. Voilà, je me fais battre. Sur le coup, c'est pas top. Mais après, voilà, avec le recul, voilà, deuxième, c'est quand même pas mal. Et c'est quand même un bon souvenir. Voilà. C'est un truc que tu garderas toute ta carrière, en tout cas, ça c'est sûr, c'est indéniable, même si bien évidemment la frustration, on peut la comprendre. Marc, t'aurais fait quoi toi à sa place? T'aurais gagné ou quoi? Je sais pas, j'aurais bien voulu te donner la réponse en 2020. On va attendre encore un peu parce que ça aurait été dans les objectifs de 2020 que ce soit moi qui me qualifie cette année, c'était à mon tour. Et pour essayer de détrôner Thomas.
Bah, bien sûr, ouais, parce que bon, on sait, hein, la finale de la Coupe de France qui va encore se dérouler pour de prochaines éditions sur le même tracé. Malheureusement, l'épreuve a été reportée à 2021, donc il faudra attendre un petit peu. Alors, parlez-nous un petit peu de votre programme initialement prévu pour 2020. Marc, tu nous disais que visiblement, il y avait peut-être un peu de changement en prévision, c'est ça? Oui, donc bah, pour 2020, bon, voilà, enfin, ça s'est un peu présenté comme ça à l'arrache, comme on dit. On devait louer une Formule Renault, donc revenir la même qu'on avait, hein, une 2005 et 2007, c'était celle de Steve Gérard, qu'il avait en début de saison, qu'il a eu jusqu'à mi-saison. Et puis, il devait nous louer cette voiture bah, pour les courses du championnat. Donc, en fait, on aurait fait les courses en 2020, on aurait fait les courses qu'on n'avait jamais fait avec la Formule Renault pour les découvrir. Donc, moi, à Bagnols-Sabran, par exemple. Et les courses qu'on connaissait, on continuait en Norma, comme ça on était à l'aise, et puis bon, bah, ça nous permettait de jouer la gagne en Norma. Et puis avec la Formule Renault, d'apprendre le parcours, et puis de, pourquoi pas, les titiller les nouvelles Formules Renault qui sont dans la même catégorie. Ça aurait été un programme intéressant, ouais, de vous voir tous les deux en même temps sur les pentes du CFM. Qui aurait pris quel auto, du coup, dis-nous tout. C'était qui avec la Norma? C'était qui avec la Formule Renault en théorie? Eh ben, justement, donc à Bagnoles, ben, voilà, les courses qu'on connaît des années précédentes, ce serait avec la Norma. Donc, moi à Bagnoles, Marc à Col-Saint-Pierre, etc. Et l'inverse, donc Marc avec la Formule Renault à Bagnoles et moi avec la Formule Renault au Col-Saint-Pierre. Et ça permettrait déjà de 1 de rouler beaucoup plus, hein, on roulerait 2 fois plus, donc voilà, autant que nos adversaires, enfin nos adversaires en Norma. Et puis voilà, il y a quand même en DE7, il y a quand même vachement de bataille, et puis voilà, c'est sympa, quoi. C'est quand même une belle auto, puis quand il y a de la bataille, c'est toujours bon. Bah, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Il y a de la bagarre et puis ça aurait été clairement un super programme. Bah, on espère quand même que vous pourrez en faire un minimum sur 2020 et que ça sera toujours d'actu en 2021 si jamais, au cas où on n'a pas l'opportunité de se voir sur la piste en 2020. Merci beaucoup les garçons, restez à mes côtés, hein. Vous le savez, à la fin, j'aurai besoin de vous pour le quiz. Je vais maintenant me rediriger vers mon deuxième invité de ce soir. Il s'agit d'Anthony Dubois. Alors toi, Anthony, on va parler un petit peu de ta carrière et puis de ton passé surtout parce que tu as eu une première vie sportive hors sport auto. Même si bon, tu es né aussi, toi, un petit peu comme Étienne Marc ou comme Frédéric, tu es né dans le monde du sport automobile, mais tu as commencé, toi, par le cyclisme en compétition, c'est ça, hein? Voilà, c'est ça. En fait, bah, pour tout te dire, le virus du sport auto, en tout cas, il est arrivé par mon père. Mon père, il a toujours fait des courses de côte, hein, à partir des années 70 jusqu'à il n'y a pas longtemps, sur une berlinette, une alpine. Et quand j'étais gamin, bah, je l'accompagnais sur les épreuves, c'est moi qui lui faisais l'assistance, ainsi de suite. Et par contre, bah, moi, à l'âge de 13-14 ans, j'ai fait des courses de vélo jusqu'à 19-20 ans. Pour Et rappeler que puis, tu étais même membre de l'équipe Cofidis, hein, c'est ça? c'est ça, l'équipe réserve Cofidis. Ouais. Bon, Donc, il est modeste en plus. j'étais en DN Espoir et bon, j'avais un bon niveau à l'époque. Et puis, bah, tu vois, 19-20 ans, c'est le moment où on a le permis. Et puis, bah, j'ai commencé après à goûter au sport auto en empruntant la berlinette de mon père pour faire un slalom, tu vois, pour essayer, quoi. Et puis après, on a commencé à faire des courses de côte. Voilà. Ouais, c'est ça. Donc, je crois qu'on est en 2006 hein, quand tu fais ta première course avec l'Alpine, c'est ça? Voilà, c'est ça. 2006, je fais quelques slaloms et puis une ou deux courses de côte avec l'Alpine en double monte. Donc, tu sais, la double monte, c'est pas forcément évident, surtout sur un groupe F, tu vois, ça peut chauffer, tout ça. Donc, bref, l'année d'après, j'ai fait donc une année en course de côte, mais avec une R5 Turbo. Donc, là, on a fait une année complète. J'ai même été faire la finale qui était à Saint-Gouéno à l'époque. Voilà. Et puis après, donc dans l'hiver, on a monté une voiture, une Scora, la Scora Maxi, avec l'aide de la famille Poinsignon, que je salue. Et donc, bah, après, on a fait bah, le développement et tu vois, tout ce qui s'ensuit quand on monte une auto, quoi. Alors justement, on va en reparler de cette Scora Maxi, puisque là, on est en 2008, comme tu le disais, tu décides avec le concours de ton père de réaliser le développement de cette auto, avec le concours également de la famille Poinsignon, qu'on salue également. Alors, on connaît effectivement
l'attachement pour le concept Scora de ton père notamment. Mais pourquoi à ce moment-là décider de repartir sur ce projet-là et pas sur une autre auto du coup? Bah, en fait, si tu veux, mon père avait déjà une Scora auparavant, qui appartenait donc à Guy Poinsignon. Et puis, c'était une belle auto et il l'avait vendue, mais un petit peu à regret, quoi. Et il s'est dit, bon, bah, on va essayer d'en remonter une si c'est possible. Et par contre, on va changer de motorisation, on va mettre un moteur d'R5 turbo pour avoir bah, la puissance voilà, nécessaire. Et en fait, c'est ce qu'on a fait. Et puis après, on l'a fait évoluer au fur et à mesure des années, quoi. Bon, et cette voiture, bah, tu vas la garder pendant un certain temps. Bah, d'ailleurs, tu l'as encore, à part si elle a été vendue tout récemment. Non, Mais non, elle est encore dans le garage. elle est encore là, elle est encore là. Cette auto, bon, elle va te permettre pendant de nombreuses années, voilà, de faire pas mal de courses en régional et quelques manches du championnat de France de la montagne. 2014, tu participes au Masters, hein, donc là, c'est une sacrée expérience. Tu vas renouveler l'expérience 2 ans plus tard. Quel effet ça fait je dirais, de représenter l'équipe de France par le biais des Masters? Bah, ça fait super plaisir. En fait, tu vois, nous, on avait déjà donc, bah, fait bien sûr des épreuves régionales, des épreuves nationales. On était sorti un petit peu du territoire. On a été aussi en Allemagne plusieurs fois, au Luxembourg, hein, chez Patrick, à Eschdorf. Et puis bah, d'aller découvrir encore un autre pays, bah, c'est vraiment une bonne expérience. Et tu vois, je serais amené même à retourner découvrir au moins une épreuve par an. C'est vraiment quelque chose que j'apprécie. Ouais. Ah ouais, non, non, mais ça fait toujours plaisir justement d'aller voir comment ça se passe à l'étranger. Je reviens au niveau national. Toi, en 2016, tu décides de t'engager pour la première fois sur un championnat de France de la montagne avec le Challenge Open FC que tu vas terminer à la deuxième place. Alors, comment ça s'est passé pour toi, cette, je dirais, première vraie confrontation de manière officielle avec les autres concurrents du FC avec bah, cette Scora que tu déployais depuis maintenant quelques années, quoi. Ah, ça s'est plutôt bien passé. Après, j'ai découvert aussi des tracés hein, que je ne connaissais pas, notamment Champs-Rousse, notamment Dunière. C'est des épreuves que je n'avais jamais faites. Après, bah, le niveau était quand même relevé hein, parce que Christophe Poinsignon, avec le CG, bah, il allait très vite. Mais en fin d'année, j'avais quand même une bonne paire de points. Et bon, voilà, il a gagné, mais c'était une super expérience. Bah, après, à la suite de ça, je me suis dit pourquoi pas retourner en championnat les années suivantes, quoi. Et donc, justement, l'année d'après, tu décides de changer de monture pour bah, te mesurer un peu au plus haut niveau de la catégorie production. Tu passes en GTTS avec une Porsche Cup, hein, pour le coup. Voilà, c'est ça, une Porsche Cup. Donc c'est vraiment une auto fabuleuse. Bah, Fred connaît, hein, je pense, il nous en parlera aussi tout à l'heure. Mais ouais, c'est une auto à sensation et une auto vraiment top. Après, c'est des autos de circuit et pour ma part, on l'avait laissé en configuration circuit. Donc ça reste à emmener sur des routes de montagne, bah, c'est pas forcément évident, quoi. Ouais, il y a du boulot, bien sûr. Et je crois d'ailleurs que tu as de nombreuses reprises cherché la bonne recette. Tu t'es posé pas mal de questions, notamment durant cette saison 2017, pour réussir à faire des perfs sympas. Oui, voilà, on avait travaillé un peu sur la voiture, mais tout en la laissant quand même en configuration de circuit, c'est-à-dire on n'avait pas touché les amortisseurs, tout ça. Donc c'était que du réglage. Et j'ai commencé à vraiment, enfin, je veux dire, à avoir de super sensations, c'est au Mont d'Or, où là les chronos étaient relativement bons. Après, on a été refaire bah, justement une pige en Allemagne, à Mückhausen. Voilà, bon. Bon, du coup, toi, en parallèle de ça, on précise que tu avais gardé la Scora, puisque comme tu nous l'as dit Oui. tout à l'heure, la Scora, elle est à l'heure actuelle toujours au garage. Donc, tu vas quand même la reprendre à plusieurs reprises pour rouler en régional. Et puis, on arrive du coup à 2020, puisque 2020, tu avais prévu de faire ton retour en championnat de France de la montagne, en restant fidèle bah, à une marque, à une auto que tu connais bien, c'est l'Alpine A110, mais tu avais pour projet bah, de nous amener la première Alpine nouvelle génération en course de côte. Il faut absolument que tu nous en parles, comment s'est fait le projet et quel était ton programme sportif pour 2020. Bah, pour tout remettre dans le contexte, bah, comme je te l'ai dit, mon père il a roulé en Alpine toute sa vie. Donc Alpine, mais quand même, voilà, c'est une histoire de famille. Et puis, il faut savoir que j'habite à Bourges et à Bourges, il y a l'équipe Signature, hein.
Et Signature, c'est l'équipe qui travaille sur l'Alpine et qui l'a développée en fait. Donc j'ai eu la chance de rencontrer donc Philippe Sinaud et Lionel Chevalier. Et je leur ai présenté mon projet l'an dernier, on était au mois de juin, et en expliquant ce que je souhaitais faire. Et donc ils ont été très réceptifs et du coup on a réussi à monter ce projet. Normalement on devait être au début de la saison présent à Bagnols-Sabran avec cette voiture. Et tu avais prévu de faire tout le championnat ou de faire l'impasse quand même sur certaines épreuves? Non, l'idée c'était vraiment de faire l'intégralité du championnat. Il y a encore 2-3 tracés que je ne connais pas, donc c'était aussi l'occasion vraiment d'apprendre tous les tracés et puis de rouler un maximum avec cette nouvelle voiture pour bien l'appréhender, quoi. Une auto donc, qui devait rouler en GTTS hein, pour le Alors, coup. normalement, non, même c'est GT de série. Ah ouais, même GT de série. Ouais, Ah, bon. GT de série, parce que c'est un véhicule donc GT4, issu de la GT4, qui a sa place en GT de série. Bon, ok. Bah, écoute, on a hâte de voir ça. On précisera quand même que cette Alpine, elle a déjà démarré en compétition, hein, en rallye notamment, même si ce n'est pas tout à fait la même Voilà, il y configuration. a l'actualité en ce moment, parce que c'est le début de la RGT, justement, qui est sorti en rallye, qui a couru au Touquet pour la première fois. Et avec une victoire en GT, justement, à l'actif de François Delecourt. Donc, visiblement, la base, elle est bonne. L'auto, Voilà, ça elle c'est un marche pas point qui est trop mal. validé. Elle marche pas trop mal. Bon, c'est cool. Anthony, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. On reste à nos côtés, bien sûr, pour le quiz et je vais me rediriger bien vers notre troisième invité. Il s'agit du champion GT Sport en 2019, Frédéric Santarelli. Fred, parle-nous un petit peu de ton début de carrière. Alors, toi, je crois que tu démarres en course auto progressivement à partir de 1996, hein, si je ne dis pas de bêtises. Et Ouais, c'est ça, tout à fait. parallèle, tu faisais un petit peu de moto. Explique-nous tout. Comment tu es arrivé à retrouver la passion familiale? Bah, disons oui, moi mon papa il a attaqué en 1971, donc lui il a attaqué avec une NSU, il y en a plein, ça ne savent même pas ce que c'est je pense, voilà c'est les voitures de l'époque. Je pense que Euh, Étienne, Marc et moi, on n'en a pas trop vu, tu vois. c'est ça, il n'y en a pas beaucoup. Il en reste qui roulent un peu en Allemagne, en Autriche ou voilà, en Suisse éventuellement, mais c'est vrai que chez nous c'est assez rare. Donc bon oui, moi ma maman elle m'a emmené sur la première épreuve, j'avais 15 jours, tu vois, j'étais vraiment percé dans le sport auto et notamment plus précisément dans la course de côte. Bon, après, moi, oui, étant dans le milieu de la compétition, ça me titillait. Donc, avant d'avoir mon permis de conduire, je me suis mis au motocross parce que j'avais des collègues aussi qui faisaient du motocross. Voilà, j'ai eu la chance de pouvoir attaquer le motocross avec un collègue, Denis Clochet, qui lui était un champion de ligue en titre dans la région Dauphiné-Savoie. Donc voilà, il m'a donné les ficelles. Voilà, il m'a aidé à apprendre parce que c'est vrai que lui, c'est pareil. Denis Clochet, il était dans la moto depuis tout petit. Son papa l'avait mis, il était vraiment tout gamin. Donc c'est vrai que plus tu roules en moto, plus tu apprends facilement et plus tu es petit, mieux c'est. Donc voilà, il m'a donné les bases. C'est une bonne aussi école parce que on fait des manches d'une demi-heure à 45 minutes en fonction. Voilà, on part à 45 pilotes. Tu as le premier freinage qui est super important. Donc voilà, c'est comme la course de côte en fait. Tu pars à bloc. Et puis c'est super agressif, tu te reposes jamais, donc on retrouve un peu l'esprit de la course de côte finalement là-dedans. Et puis ça fait travailler le physique, le mental, donc c'est très bon. Et puis après, logiquement, voilà, quand j'ai pu passer mon permis, j'ai pas lâché la moto tout de suite. J'ai fait un peu de supercross, un peu de supermotard. J'avais racheté une ancienne moto à Steph Chambon, une Husqvarna, la 690 de la CIMA officielle, une super moto. Et j'ai fait un peu de course de côte en moto, voilà, pour Chanaz notamment, à côté de chez moi. Je faisais des démos en cross, ça marchait bien. D'ailleurs, j'avais fait souvent deuxième derrière une 690. Donc c'est pour ça que moi j'étais en deux temps à l'époque. Donc j'avais acheté une grosse aussi pour pouvoir voir un peu comment ça faisait la transition aussi avec la voiture. Et puis après, voilà, logiquement, je suis parti avec une Clio Coupe que j'ai achetée au papa de Tristan, au circuit qui gère le circuit de Champier à côté de chez nous là. Et donc voilà une Clio Coupe d'origine que j'avais mis en groupe A parce que il n'y a pas d'intérieur, il y avait sortie latérale, voilà, mais enfin c'est comme une groupe N. Hein. Mais c'est vrai que tout de suite j'avais trouvé des bonnes sensations. J'avais même fait un record de classe d'élite groupe A, alors que c'était plus une groupe N qu'une groupe A, la Mur-sur-Azergue, là vers chez nous.
Donc voilà, bon après je l'avais cassé à Limonest parce que j'ai un peu un excès d'audace. Je crois que t'avais fini coûte que coûte. Non, il n'y a pas une histoire comme ça où t'es parti en En fait, la voiture, j'avais fait un tête à queue déjà en bas. J'avais tapé un rail en bois, donc ça m'avait en fait déréglé le train roulant. Puis bon, à excès de zèle et de jeunesse, voilà, je voulais pas gêner. Il y avait Bolaton derrière moi, je me rappelle, avec la 306 S16, je voulais pas le gêner non plus, donc j'étais reparti bille en tête. Et à l'avant-dernier virage, en fait, la voiture d'habitude, elle engageait parce que j'avais 2 degrés d'ouverture à l'arrière. Mais là, en fait, elle s'est mise sur le train avant, elle a pompé vraiment et elle m'a jeté roue braquée à l'intérieur où ça fait une marche d'enfer. Donc, j'ai vraiment fait un tonneau en l'air. Je suis retombé sur la route, mais du coup, j'ai pivoté, je suis retombé sur les roues. Donc, je ne me suis même pas arrêté et je suis allé jusqu'à l'arrivée. Mais bon, la voiture, ouais, il y avait que le haillon arrière qui n'était pas abîmé, quoi. Les rétros avaient giclé. Enfin, c'était sympa. Mais je retrouverai les photos. Tiens, je vous en ferai Ouais, passer ben sur c'est ça, Facebook. c'est ce que j'allais te dire. On voit beaucoup de photos, mais ça, pour le coup, on ne l'a pas vu Non, mais je malheureusement. les ai quelque part. Je n'ai encore pas mis la main dessus, mais promis, Écoute, je vous fais voir ça. ça sera le défi des prochains jours avant la fin du confinement. On veut voir la tronche de la Clio à l'arrivée à Limonest. Bon, on continue un petit peu, on poursuit avec ta carrière en sport auto. Donc, tu vas t'essayer à différentes autos. On t'a vu notamment au volant d'une R5 GT, on t'a vu au volant d'une Golf GTI, on t'a vu au volant de plusieurs BM, en groupe A, en groupe N, au volant d'une Escort aussi également. C'est vrai que pourtant, bon, effectivement, on connaissait ton papa porschiste, on va dire. Il t'a fallu quelques années avant de passer à la Porsche. Et c'est, je crois, en 2006, hein, c'est ça que tu démarres avec ta première Porsche, la 964 RS, et tu vas switcher après en cours de saison, de mémoire, tu vas changer d'auto. Alors en fait, oui, je suis passé de la Clio Coupe à la GT parce que j'avais cassé la Clio, donc je l'ai vendue et j'ai repris la Clio, pardon, la GT. Avant ça, j'ai mon pote Eddy Mercier qui m'avait prêté son mulet pour faire une course parce que comme j'avais cassé la voiture à Limonest, je ne voulais pas rester tout l'hiver sans rouler. Donc j'avais fait, à l'époque, c'était Saint-Saman, une course régionale très sympathique à côté de chez nous, là, que je connais aussi bien. Et donc j'avais roulé là-bas, j'avais fait la classe en slick, sous mouillé. Mais vraiment des trompes d'eau, mais la voiture elle est super bien. Et non, j'étais bien, donc ça m'a remis dans le main tout de suite. Après, j'ai eu la chance de pouvoir. J'avais remonté une Clio Groupen, mais finalement, je l'ai vendue tout de suite et j'ai eu la chance de pouvoir racheter la Golf de Gilles Darmochon. Une super voiture, boîte 6 Crabo avec un 1800 16 soupapes 200 chevaux. Une très très bonne auto. Et voilà, ça m'a permis vraiment d'apprendre à passer les vitesses à la volée, à pas s'appuyer sur les vitesses et tout ça. Bon, ça m'a vraiment bien. J'ai fait très bons résultats. Je me rappelle notamment à Bellegarde Confort, pareil, j'avais fait troisième du groupe derrière Darmochon et c'était Guignard qui était deuxième, mais pareil, j'étais vraiment pas loin d'eux. Et en fait, devant moi, tout le temps, systématiquement, il y avait des 4 roues motrices. Ce qui a fait qu'au bout d'un moment, l'esprit de vouloir gagner m'a fait acheter une Escort Force Groupen que j'avais acheté à José Barbara. Donc, je salue sa mémoire parce qu'un un très grand monsieur, vraiment très gentil, adorable. Donc, c'est une voiture avec laquelle il avait fait et fini le Rack Rally 3 ou 4 fois de mémoire. Voilà, donc il m'avait dit que c'était une voiture 100% conforme. Voilà, bon, donc après, il n'y avait pas les chevaux qu'on pouvait tirer vraiment d'une escorte, mais on sait que c'est compliqué avec la bride. Mais bon, l'idée, voilà, c'était de se faire plaisir et d'essayer une 4 roues. C'est vrai que bon, il aurait fallu après prendre une 4 roues en groupe A, quelque chose de plus brutal. Bon, mais c'était un peu dur à gérer après au niveau du budget d'entretien et autres. Donc c'est pour ça que je me suis remis sur les BM-M3. Alors bien sûr, on parlait d'Éric Pernaut, super pilote. Pareil, moi, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément, Eric, qui est un très bon pilote, très sympathique, une conduite vraiment enseignante aussi. Alors moi, bien sûr, je le voyais rouler avec son M3 30, super auto. Mais par contre, ouais, j'étais un peu frileux par rapport au budget d'entretien du moteur. Donc c'est pour ça que je m'étais basé. Donc je me suis rapproché sur une M3 E36. Donc j'avais pris en groupe A quand même. Mais j'avais eu un problème, j'avais cassé le moteur. Donc bon, je l'avais vendu à Dominique Gillet. Et puis du coup, j'avais racheté une M3 Groupen. Voilà, on bataillait bien. Hein. Il y avait du monde à l'époque en M3 Groupen. Je me rappelle, quand j'ai acheté ma M3 Groupen, ça devait être en 2003, parce que de mémoire, Pascal Katz, c'est la même année où il a présenté sa M3 Groupen. Et on était tous les deux débutants finalement en M3 à Bagnols-Sabran. C'était marrant. On faisait les mêmes temps d'ailleurs, à peu près. Et voilà, bon, après,
Bon, moi, mon objectif, c'était la Porsche, c'est sûr. Mais je voulais faire mes armes déjà. Et puis, je voulais aussi financièrement être prêt à pouvoir rouler avec ce genre d'auto. Donc, c'est pour ça que j'ai acheté. Après, ça doit être en 2004 que j'avais acheté la première 964. Donc, j'avais fait le championnat du Grenade. Après, j'avais acheté une plus récente en 964 qui est beaucoup moins de kilomètres que celle que j'avais la première. Et du coup, voilà, ça m'a plu. Et puis, j'ai dit après, bon, voilà, il faut que je me lance dans le championnat. Et c'est là où j'ai eu l'idée de rouler avec une biturbo. J'avais, je ne sais plus pourquoi, contacté Robert Sussman de chez SWS. On avait échangé et il m'a dit ah, j'ai une turbo, elle est prête et tout. Il y avait eu un essai donc, qui était passé dans un flat 6. C'est Marc Joly, que je salue aussi, un monsieur d'expérience et très sympathique, et qui avait d'ailleurs mis un bel article me concernant en juin 2006 dans Flat 6. Vous pourrez le retrouver. J'avais mis d'ailleurs l'article sur ma page. Parce qu'effectivement, lui, il avait dit que la biturbo, elle pouvait contrer une GT3, parce qu'ils avaient fait des essais sur circuit. Et celle que moi j'avais, en fait, elle était d'origine au niveau du moteur de la boîte de vitesse, mais elle était un petit peu allégée. Voilà, elle avait une suspension de RS. Donc voilà, c'était un pari. C'est moi qui l'ai fait homologuer, parce qu'elle n'était pas homologuée en championnat. Enfin, elle a fait ça. Hein. Donc je l'ai fait homologuer avec l'aide de Jean-Paul Calmu, que je salue aussi. Et du coup, voilà, j'ai attaqué le championnat de France de la montagne. Voilà, j'ai acheté un camping-car et puis j'ai dit allez, c'est parti. Et là, c'est parti, ouais. Bah, ouais, avec une auto qui du coup était vraiment unique voilà, tout à pour le fait, coup. c'est ce que je voulais. Je voulais pas, moi, j'aime pas avoir comme tout le monde. J'aime bien justement avoir des voitures un peu atypiques. Et puis, je voulais encore une fois quelque chose qui soit performant, sans avoir un moteur trop pointu qui coûte trop cher à réparer. Je veux pas avoir de problème. C'est pour ça que j'aime bien les Porsche, parce que c'est des voitures voilà, qui sont assez fiables. C'est des voitures de gentleman driver comme moi. C'est-à-dire que moi, la voiture, je peux la prendre là tout de suite. Je monte dans ma voiture, je pars, je vais faire les courses, je peux m'en servir sur la route. Je peux aller en week-end avec. Quand je fais de la course, c'est l'avantage de la Porsche. C'est une valeur vénale. Même si je la casse demain, elle aura toujours une petite valeur que certaines voitures n'en ont pas du tout, quoi, quasiment. Eh oui, Donc ça prend de la valeur même normalement les Porsche quand on les entretient bien. Voilà, c'est pas des voitures qui sont embêtantes. Et puis c'est une voiture tout le monde n'aime pas. Hein, c'est particulier, attention. Mais c'est une voiture qui est atypique et ça me plaît bien, quoi. bah, c'est sûr et certain en tout cas que en tant que fan de sport auto, voilà, d'avoir envie de rouler dans ces autos-là, bon, je pense que tout le monde a eu cette idée à un moment donné, donc tu as bien raison d'en profiter. Alors, justement, 2006, donc c'est là où je voulais en venir. Toi, tu t'engages pour la première fois sur un championnat, je dirais, avec la Porsche. Tu vas terminer deuxième en GT de série derrière à l'époque l'ami Christian Debias. Tu termines meilleur débutant aussi de cette saison-là. Et puis 2007, bah, pareil, quoi, tu es un petit peu dans la même veine. Comment tu vis Oui, ces deux saisons, toi? Alors 2006, oui, effectivement, j'avais, comme Anthony, moi, il y a plein de courses que je ne connaissais pas. Hein. Il y avait au moins 7 courses de mémoire que je ne connaissais pas du tout, qui étaient toute la partie de l'Ouest, que je ne faisais pas dans le championnat de ligue habituellement. Donc, ce qui était, en fait, on a à Brèche-Villers, je ne connaissais pas non plus, qui est super. Pareil, un accueil d'enfer, une piste très courte, mais très atypique et assez dure finalement, parce qu'il n'y a pas beaucoup de virages, donc tu l'as vite en tête, mais par contre, il faut être très rigoureux pour être bon. On se bat au millième de seconde, hein, c'est un truc de fou là-bas. Donc, c'est super agréable. Moi, c'est ce que j'aime dans la course de côte, c'est qu'il n'y en a pas une pareille en fait. Et donc, voilà, ça, c'est un exercice très compliqué. Parce que justement, quand tu arrives là-bas, tu dis, il y a 3 virages, c'est bon, quoi. C'est de la rigolade. Mais en fait, non, c'est super dur, justement, parce qu'il faut bien connaître sur le bout des doigts et faire les choses correctement. Et donc, super sympa. Après, toute la partie de l'Ouest, donc Québec-Revon, La Pommeraye, qui est magnifique, Saint-Gouéno, où ils font vraiment une organisation qui est géante. C'est limite de l'international, tellement que c'est bien fait et qu'il y a vraiment, on sent qu'il y a une motivation des troupes qui est unique. Donc voilà, toutes ces courses un peu atypiques et sympathiques. Et puis bon, Turckheim, voilà, bon, des bons souvenirs. Et donc c'était Georges Soutrenon qui avait été champion par contre, parce qu'il avait racheté la voiture à Christian Debias. Oui, tu as raison, exact. Tu as tout à fait Et raison. donc on s'était tiré de très grosses bourres avec Georges. C'est pas rare qu'on finissait à se battre au millième avec Christian. Et c'est vrai que 2006 et 2007, j'ai été le seul à battre Christian Debias à la régulière. Donc j'étais plutôt satisfait. J'ai fait le record à Dunière que j'ai encore, parce qu'après le tracé en plus a été modifié. J'avais fait un super résultat là-bas, parce que je l'avais relayé à plus de 2 secondes et demie sur 2 kilomètres.
C'était Georges était à 3 secondes 9, je crois, de mémoire, et Dominique Guillaume à 4 secondes et plus. Non, j'avais vraiment trouvé un bon rythme dans Dunière, et bien que ma voiture fasse 1500 kg. C'était énorme, 1500 kg. Ils avaient fait une erreur sur la fiche d'homologation et ils ne voulaient pas me la modifier, donc j'étais obligé de rouler avec le plein d'essence et 60 kg de lest. Non, c'était un super résultat. Et donc 2006, parfait, voilà, hein, rookie du championnat, champion de Ligue Rhône-Alpes, donc c'était vraiment pour moi très 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 bien. Pas de casse de la voiture, rien, donc non, un bilan très satisfaisant. 2007, j'étais reparti, j'avais voulu faire évoluer la voiture, donc j'avais changé toute la suspension complète. Il y en avait besoin d'ailleurs, mais le problème c'est qu'elle n'a pas été prête. Je ne l'ai pas eu à Sabran, j'ai pas roulé parce que j'avais pas la suspension. J'ai roulé comme au Col Saint-Pierre, mais j'avais toujours pas la suspension. J'avais la vieille suspension DRS qui était complètement rincée. La voiture, elle pompait. Et je fais un petit coucou à mon collègue Eric Brocard qui était à l'arrivée. Et à l'époque, on prenait le gauche à fond là-haut et j'étais passé en guise des 4 roues avec. Voilà. Il m'a dit, mais t'es malade, mon pauvre. J'ai fait trop que j'ai fait exprès. Il a dû l'immortaliser, j'imagine. Ah ouais. Et c'est vrai que les photographes, comme ils ont l'œil, quand ils nous voient passer, c'est souvent eux qui donnent le ton et disent mais t'es malade, mon pauvre. Mais voilà, c'est vrai, non, mais c'est marrant. Voilà, c'est ces petites anecdotes qui font que on a des très bons souvenirs et qu'on a envie de recommencer. Voilà. C'est pour ça que donc 2007, ça avait été un peu compliqué. J'avais eu des soucis un peu de mise au point et autres. Donc ça n'avait pas. Ça n'avait pas fait comme je voulais, mais bon, du coup, c'est pour ça que j'avais eu envie de revenir pour refaire un championnat complet. Et je suis content cette année d'être arrivé effectivement à gagner toutes les courses du championnat et celles que j'ai fait hors championnat. J'ai gagné toutes les courses que j'ai faites cette année passée, donc plutôt satisfait. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors, je reviens sur 2007. 2007, je crois que tu as un projet en fin d'année pour la saison d'après. Je crois que tu avais pour projet d'acheter une grosse auto à Luc Alphand, notamment de mémoire. Parle-nous-en un petit peu. Oui, t'es bien renseigné. Ah, attends, je révise, hein, je révise. Bravo. Ne croyez pas que j'ai juste à ouvrir mon ordinateur, les gars. Moi, je suis prêt pour démarrer le championnat, moi. Non, mais je profite pour te féliciter. Merci beaucoup du travail que tu fais. Merci, c'est sympa, c'est vraiment sympa. Je sais que ça prend beaucoup de temps et je te tire mon chapeau. C'est vraiment sympa ce que tu fais. Merci et beaucoup. effectivement, oui, tu as de bonnes sources. Je voulais racheter une vraie GT3 d'usine en fait, qui avait fait le Mans. Et à Luc Alphand qui avait roulé avec. Et bon, en fait, le problème, c'est que ma voiture, elle était en 4 roues motrices, moi, 1993 biturbo. Et je devais la vendre à Claude Vézol, en fait. Donc, tout était bien calé. Mais le problème, c'est qu'ils l'ont interdit en rallye. Et comme Claude Vézol voulait faire de la côte et du rallye, et du coup, il m'a dit Fred, moi, ça ne m'intéresse plus. Donc, du coup, je n'ai pas vendu ma voiture. Et n'ayant pas un budget extensible pour ça, voilà. Donc, du coup, j'ai dit bon, malheureusement, ça avait avorté mon projet. Et puis, c'est de là que, du coup, je suis parti dans le Var, à Saint-Tropez, pour travailler pendant quelques années. Et où j'avais mis entre parenthèses, justement, ma passion du sport auto. Parce que, bon, c'est vrai que là-bas, je travaillais de manière saisonnière. Je faisais du transport de personnes. Donc, si tu veux, ce n'était pas compatible du tout avec les courses de côte. Déjà, on est excentré. Saint-Tropez, on est carrément tout au sud. Ouais, c'est pas évident après pour les déplacements et tout, quoi. C'est sûr. Et non, alors j'avais toujours ma voiture, mais je m'en servais pour aller sur le port. Donc, ça faisait un peu. Voilà, tu vois, comme quoi, la Porsche, c'était bien. Parce que... C'est sûr qu'en Norma, pour aller faire les courses, c'est plus compliqué, quoi. Hein, c'est pas ça. Évident. Pour les créneaux, pour se garer à la boulangerie, la Norma, c'est pas top, quoi. Ah, c'est pas terrible. Et oui, voilà, donc j'avais mis en parenthèse parce qu'effectivement, je travaillais surtout du mois de mai au mois de septembre, on va dire. Donc, c'était juste pendant la période des courses, donc c'était pas compatible. Ouais, donc après, j'ai tout fait effectivement pour pouvoir rerouler. Et tu reroules justement en 2013, je crois, hein, c'est ça. En 2013, tu reviens en GTTS. Alors, cette fois avec une GT3 Cup de mémoire. Donc là, on avait attaqué parce que donc, mon papa, il avait acheté une GT3, une GT de série en fait. Et on avait attaqué avec cette voiture. Moi, j'avais attaqué à Sabran c'était une GT3 RS, en GT de série. Et en fait, il y avait un pare-brise chauffant dessus. Il y avait plein de commandes. Bon, je ne savais pas trop ce que c'était. Et il y a un moment, je pensais que c'était justement le pare-brise chauffant. Je pensais que c'était la coupure de l'alternateur. Et quand j'ai mis ça, en fait, ça m'a défait la poulie.
c'est parce que ça consommait trop d'électricité apparemment. Ça m'a défait la poulie du vilebrequin. Donc du coup, ça m'a allumé à la première manche de course, comme par hasard. Bah oui, parce que je l'ai fait en course, je ne l'ai pas fait en essai. Donc, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et bon, la voiture a chauffé, mais je suis monté jusqu'en haut en roulant, voilà, sans tirer dessus. Et puis donc, après, malheureusement, avec le papa d'Anthony Cosson, on avait essayé de réparer, mais ça ne tenait pas parce qu'en fait, ça m'avait bouffé la poulie et j'avais plus le pion de centrage finalement. Donc en fait, il y a tellement de couples que la poulie, elle tourne sur elle-même et elle arrive à se desserrer malheureusement. Donc malheureusement, je n'ai pas pu finir la course. Après, on avait réparé, j'avais roulé au col Saint-Pierre. Et d'ailleurs, j'ai retrouvé des photos que je vais mettre, je mettrai. C'est la seule fois où j'ai fini sur une dépanneuse. En fait, j'avais fait le meilleur intermédiaire, le premier intermédiaire avec la Porsche. J'étais devant les Caterham et autres là-bas, parce que les Rossel et tout, ils connaissent par cœur. Oui, là-bas, c'est l'auto national. Ah ouais, et du coup, j'étais bien content parce que j'avais fait le meilleur temps sur la première portion du col Saint-Pierre. C'est où c'est le plus sélectif en plus. Et après, sur le haut, j'avais essayé de rester sur la 4, et bon, c'était un peu, ça monte beaucoup. Et j'étais pas terrible. Donc, sur la montée d'après, j'étais vraiment bien motivé. Bon départ, premier virage. Donc, je rentre dans l'épingle droite et dans le gauche, en 3, pleine charge. La voiture, elle s'est déportée. J'ai tapé le rail, je n'ai pas compris en fait. Et j'ai une rotule qui a cassé. J'ai eu de la chance que ça m'arrive là parce que c'était pas très vite finalement. Puis j'étais bien en trajectoire, donc j'ai juste léché le rail et tu verras, je te ferai passer les photos. Avec plaisir. Du coup, ça a avorté, voilà, ça a avorté la chose. Et puis après, j'ai mon pote Michel Giraldo qui m'a appelé. Il m'a dit écoute, j'ai un collègue qui a une GT3 Cup qui serait intéressé par la GT de série. Est-ce que ça, voilà. Puis du coup, on s'est mis en rapport. Et effectivement, c'est de là qu'on a fait affaire et qu'on a pu avoir la chance d'avoir cette GT3 Cup. Effectivement, une évolution 2009. Une ancienne de chez RMS, donc une très très bonne voiture. Mais comme Anthony disait tout à l'heure, voilà, moi elle est en configuration piste totale. Donc j'avais rien touché parce que bon, moi j'aime bien comprendre avant de modifier. Parce que les ingénieurs ont quand même les moyens et les compétences pour faire les choses. Donc du coup, voilà, je suis attaqué par Marchand. Et Marchand avec la première épingle là, qui était un problème pour les Seat Leon à l'époque qui n'avaient pas le droit d'enlever les cales de buter de direction. Et moi, j'avais jamais roulé là-bas avec cette configuration de piste. Et j'avais fait, j'avais fait un très bon résultat. Alors, je me rappelle plus, j'avais dû faire 4e, je crois, en production, devant les frères Schmitter et autres qui avaient déjà du Ferrari. Des belles voitures, hein. Donc j'étais plutôt satisfait. C'était une voiture qui me plaisait bien, donc voilà, j'ai voulu faire la saison comme ça, sans trop la modifier, pour prendre la mesure de la voiture. Et j'avais pour projet, voilà, de la mettre au point pour l'année d'après. Bon, malheureusement, ça ne s'était pas fait. Mais bon, j'avais quand même fait la Coupe de France de la montagne. Et tu remportes, tu termines premier en GTTS d'ailleurs, hein, je crois. Voilà, hein, j'avais gagné la Coupe de France en GTTS, effectivement. Donc, bon souvenir, parce que là, c'est pareil, on avait eu un temps un peu bizarre avec de la pluie. J'avais été obligé de rouler en pluie, des pluies qui n'étaient pas très frais. Et je n'avais jamais roulé en pluie avec cette auto. Donc, je n'étais pas super bon. Voilà. Mais bon, non, c'était bien passé. J'étais même devant la Caterham qui était en GT. Là. Donc, non, j'étais plutôt satisfait de cette performance. Non, puis la voiture était sympa. Non, la GT3 Cup, c'est une voiture. Au début, moi, je pensais que c'était une GT3 allégée avec une boîte séquentielle, quoi. Mais très honnêtement, c'est un truc de fou. C'est impressionnant comment ça fonctionne. Ah ouais, je conseille bien sûr. vraiment à tous ceux qui aiment ça et qui se posent la question. N'hésitez pas, allez-y. Vous avez le budget, faites-le. C'est des top autos, c'est clair, c'est Ouais. clair et net, c'est clair. Alors, tu vas remarquer une pause dans ta carrière à l'issue de cette saison 2013. Et en fait, on ne va pas te voir pendant un moment. On va te revoir en 2018. 2018, tu reviens en GT de série. Ça, c'est devenu GT Sport entre-temps. Ouais, tout à fait. Tu reviens avec cette Cayman Cup, du coup, qui était un peu plus light en termes de puissance par rapport à d'autres autos. Malgré tout, ça te permet de redécouvrir aussi certains tracés. Cette année, Bien tu sûr. changes d'auto, tu passes à la biturbo. Là, bon, c'est une auto un peu plus puissante. Et puis, du coup, tu remportes le titre en GT. J'imagine que c'est un retour qui doit te faire plaisir. Ah oui, totalement. Oui. Non, mais j'avais, voilà, avec la Cayman, je m'étais fait un peu avoir parce qu'elle faisait, sur le papier, elle faisait 1100 kg pour 320 chevaux, 320 chevaux. Donc, le rapport poids-puissance, c'est pas trop mal. Mais en fait, une fois pesée, elle faisait 1365 kg.
là là, j'ai dit, mais c'est pas possible. Donc, j'ai réussi à gagner 30 kilos, mais je voulais pas la dénaturer parce que je l'avais acheté à M. Handler. Et si tu veux, cette voiture, c'était l'ancienne de Frédéric Ancel, qui avait fait deuxième de la Cup. Donc, je voulais pas, voilà, je voulais pas la dénaturer, quoi. Donc, du coup, j'ai roulé comme ça. Elle allait très bien, hein, elle se comportait très bien. C'est une voiture vraiment qui est très sympathique. Et là aussi, je fais un petit coucou à Danis Lebec, s'il nous regarde. Parce que la dernière fois que j'ai discuté avec lui, j'ai posé la question de savoir quelle voiture il avait le plus apprécié dans sa carrière. Alors, on sait que Dany, il a roulé avec des Porsche 935, avec des WRC, avec des voitures de folie. Pendant un certain nombre d'années. Pendant des décades. Et il m'a dit, bah, la Cayman comme t'as, toi. Je dis, non, mais arrête. Il me dit, non, c'est vraiment le meilleur souvenir que j'ai de cette voiture qui a un équilibre, qui est vraiment agréable à conduire. Et c'est vrai que c'est une voiture qui n'est pas piégeuse et qui est vraiment sympa à conduire. Donc là aussi, je conseille à ceux qui veulent se faire plaisir à moindre coût d'acquérir une Porsche Cayman Cup parce que c'est des véhicules qui sont super sympas. Et là, justement, j'ai demandé de faire une modification en GT Sport parce que j'en profite, hein, excuse-moi. Mais en GT Sport, il n'y a que 2 classes de cylindrée, ce qui n'est pas normal. C'est le seul groupe. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a de moins en moins de monde. C'est parce que c'est limité en GT1 à 1999 cm3 et le GT2, c'est au-dessus de 1999 jusqu'à l'infini. Et ce n'est pas logique. Donc, à la limite, le mieux, ce serait de créer une deuxième classe, enfin une troisième finalement, ou alors modifier le GT1 pour aller jusqu'à 3,5 litres, qui permettrait, c'est ce que j'ai mis sur ma page d'Autosport, vous pouvez aller voir, hein, de mettre dans cette catégorie plusieurs voitures qui ferait que les gars pourraient se battre pour une classe de cylindrée. Et pour dire, voilà, de pouvoir avoir un esprit de compétition, parce que malheureusement, quand tu arrives avec tes mélangés aux plus grosses voitures systématiquement, tu ne peux pas te battre pour une classe, c'est dommage, quoi. Bien sûr. C'est un projet que j'ai mis en avant. C'est vrai qu'on peut déplorer que parfois, malheureusement, en GT Sport, il n'y a pas toujours un plateau ultra étoffé. Et ça serait bien d'avoir, bien sûr. Et j'aimerais qu'on voit revenir des BM Z3 qui pourraient être dans cette classe, justement, de catégorie. Z3, les Cayman, il y a des Opel, il y a des Clio V6, il y a de très belles voitures, vraiment de très belles voitures. Il y a une dizaine d'années en arrière, on s'en souvient. Il y avait des très belles autos. Il y a plein de belles voitures qui ne sont pas très chères en plus à l'achat et pas chères en coût d'entretien. Donc ça pourrait vraiment être intéressant. Exactement. Ton programme, Fred, pour 2020, du coup, tu avais prévu quoi, toi? Bah, écoute, moi, j'ai prévu de rouler avec la Porsche parce que elle est là dans le garage. Voilà, elle est prête, hein, elle est toute prête à rouler. Donc voilà, l'idée, c'était de repartir. Et puis maintenant que je l'ai bien mise au point, pareil, j'ai changé d'amortisseur, voilà, j'ai fait une belle mise au point. Bah, l'idée, c'est de battre mes temps et puis d'aller chercher systématiquement les records sur les épreuves du championnat. Voilà, se faire plaisir. Eh ben, on a hâte, en tout cas, de te revoir à l'œuvre. Et puis, on a hâte de voir ce que ça va donner, du coup, cette bagarre en GT avec l'ami Anthony qui sera là avec la team. Ça sera sympa. La bienvenue, d'ailleurs. Et je le félicite d'avoir acquis cette très belle… il a fait une très belle acquisition avec cette voiture. Et j'espère que ça va donner des idées, effectivement, à d'autres de venir jouer avec nous et se faire plaisir sur ces belles manches du championnat de France de la montagne. Bah, ça serait pas de trop, ça c'est clair. Merci beaucoup Fred, en tout cas d'avoir répondu à mes questions. Avec plaisir, merci à toi. Bah, de rien, écoute, c'était un plaisir. Restez avec moi, messieurs, parce qu'on va attaquer la dernière partie de cette émission. Vous le savez, c'est le quiz. Voilà, le quiz sport auto, championnat de France de la montagne ou pas. D'ailleurs, il va peut-être y avoir d'autres choses, vous allez voir. Est-ce que vous êtes prêts, les amis? Allez, on est prêts, vas-y. Allez. C'est bon, au top. Alors, on va commencer avec une première question. Je vais vous demander de me retrouver, messieurs, un tracé du championnat de France de la montagne. En l'occurrence, c'est un tracé qui est très court, qui est très rapide, effectivement, qui n'a pas beaucoup de virages, mais qui est évident. Effectivement, c'est à Bréchevillers. Fred, tu l'as trouvé, tu en parlais tout à l'heure. Mais effectivement, on parlait bien de cette épreuve. Alors, j'en profite, les amis, pour vous le dire, puisque David Oliger, le président du COCA, organisateur de la course de côte d'Abrège-Villers, sera avec nous dans une prochaine émission à découvrir sous le goût des mordus. Émission spéciale organisateur. Voilà, on va innover. D'habitude, on a des… c'est bien. Voilà, on aura une émission un petit peu particulière, donc restez connectés, ça va arriver dans les prochains jours. On aura évidemment l'occasion de reparler de cette épreuve et puis de faire le point avec les autres organisateurs de la tenue ou pas des prochaines épreuves. Deuxième question, messieurs, je vais vous demander de me trouver le nom du champion de France de la montagne en catégorie production. Il y a une petite nouveauté en 2011.
Cosson. Tony Cosson. C'est ça, exactement. Exactement, Anthony Cosson qui avait remporté le titre avant de filer en rallye. Bon, c'est pas mal, il y a du répondant là. Je vois que tout le monde est prêt à dégainer. Troisième question, on va parler de Formule 1, messieurs. J'espère que vous êtes bons en F1. Ah, alors Anthony, il est pas sûr du coup. On va voir ce que ça va donner. Mais les petits jeunes, à mon avis, ils m'ont l'air d'être prêts. Que s'est-il passé, messieurs, lors du Grand Prix des États-Unis en 2005? Ah, il y a eu 6 voitures. Les pneus Michelin qui déconnaient. Ouais, c'est ça. Bonne réponse et de Étienne et de Fred. Seulement 6 voitures au départ et les pneus Michelin qui avaient déconné, où toutes les équipes équipées en Michelin étaient rentrées au stand à l'issue du tour de chauffe. Et c'était, vous vous rappelez du vainqueur? Les Ferrari couraient, donc ça va être Schumacher, je crois. C'est ça, ouais. Schumacher, Barrichello et Thiago Montero qui avait fait 3e avec la Jordan. Donc il a eu de la chance, lui, pour le coup. Et à mon avis, il n'aurait peut-être pas pu en faire beaucoup des podiums à l'époque. Bon, super. On va continuer. Je vais vous poser une 4e question. On va revenir à la course de côte. On va essayer de trouver un pilote. Alors, si vous êtes fidèle à mes différents rendez-vous du confinement, vous l'avez vu à mes côtés ces derniers temps. C'est un pilote qui a démarré en course de côte avec une drôle de formule, une Grac. Est-ce que ça vous parle? Nicolas Schatz? Exactement, Nicolas Schatz. Bonne réponse de la part de Marc et de Anthony. Il s'agissait de Nicolas Schatz qui était à nos côtés dernièrement et qui nous parlait un petit peu de son début de carrière. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à la retrouver. Dernière question, messieurs, on va s'exporter du côté des États-Unis. On va parler d'IndyCar. Si je vous parle d'IndyCar, il y a une épreuve en théorie qui doit vous venir à l'esprit. Bien sûr, les 500 miles d'Indianapolis. Mais qui est le vainqueur en titre? Pagenaud. Oui. Yes, c'est ça, Simon Pagenaud, le français. C'est que le 4e français d'ailleurs à avoir remporté les 500 miles d'Indianapolis dans toute l'histoire des 500 miles qui se dérouleront au mois d'août. Il va y avoir des calendriers chamboulés cette année, mais eu égard à tout ce qui se passe, l'épreuve qui a été décalée. Bon, ben ça, vous êtes plutôt performants là, les gars. Hein. Vous avez bien répondu à mes différentes questions. C'est cool. Dernière partie, je vais vous laisser le mot de la fin, les amis. Étienne, Marc, si vous voulez en profiter pour remercier vos partenaires ou autres, allez-y, c'est à vous. Bon, on tient à remercier mon père qui nous suit sur les courses, mon papy qui est là parfois, puis, évidemment nos partenaires, nos sponsors qui nous suivent et qui sont là tous les ans pour nous donner un petit coup de pouce. Donc il y a AXA Ornans, Loni la Terrasse Bois, c'était quel autre module, La métallerie allemande. Également, voilà, des petits artisans de chez nous qui nous aident et ça fait du bien. Bon, c'est cool. Le message est bien passé. Anthony, le mot de la fin pour toi? Eh ben, écoute, ça va être pareil. Le fait de remercier les gens déjà qui m'aident dans ce projet. Je reviens sur Philippe Sinault, Lionel Chevalier, l'ensemble de mes partenaires. Donc, ça va être Mecaparts, Michelin qui va faire partie de l'aventure, les assurances Lestienne. Et puis, l'entreprise David et l'auberge Mélo à Sancerre, hein, du bon vin. Et puis aussi, je remercie mon papa. Goûter, hein, tu nous en amèneras un petit peu quand même. Ouais, je te ferai goûter, tu verras, c'est bon. Et je remercie aussi mon père qui m'aide sur les épreuves et puis qui est toujours présent quand j'ai besoin. Bon, et puis l'Alpine à découvrir hein, sur Facebook, on l'a vu passer, même si on ne peut pas la voir en vrai, elle est visible. Ouais, et puis pour ceux qui s'intéressent, il y a mon site internet avec l'ensemble des infos, on mettra des photos et des vidéos du premier roulage qui va se faire prochainement. Bon, cool, on a hâte de voir ça. Fred, je te laisse le mot de la fin. Oui, c'est gentil. Écoute, je tiens à te remercier déjà toi, Pierre, encore une fois. Merci beaucoup de ton application. C'est vraiment agréable de voir quelqu'un comme toi qui prend du temps et qui va chercher les infos. Et merci beaucoup. Merci. C'est très, très sympa à toi. De rien, à nouveau, au plaisir. N'hésite pas quand tu as besoin. Moi, je suis là aussi. Hein, y a pas de problème. C'est une famille, le sport auto, et notamment la course de côte. Donc, n'hésite vraiment pas. Moi, je vais remercier, comme toujours, je dirais, mon épouse. Vanessa, que j'ai épousée justement le 9/11 2019. Donc, pour moi, tu vois, c'était une belle année, hein, 2019. Eh oui, bien sûr. Et puis après, je vais remercier, bien entendu, tous mes partenaires, fidèles partenaires. J'ai Apro Automobile qui me suit depuis des années, avec qui j'avais déjà remporté le titre en GTTS à la Coupe de France. J'ai bien sûr KS Tool, avec qui j'ai la chance d'avoir toujours les meilleurs outils, les meilleurs développements
pour pouvoir démonter ma voiture et la remonter. Surtout, c'est important de pouvoir la remonter. Il y a Mayoto aussi, qui fait partie de l'aventure. Durant Service, bien entendu. Et il y a les lubrifiants Shell. Merci à eux. Mon collègue de Saint-Tropez, Night Warriors aussi, Nicolas Martin. Quinton Hazel, donc Quinton Hazel, vous devez voir le petit dragon sur ma voiture, hein, c'est des pièces de rechange pour les véhicules légers. Voilà, tout ce qui est pièces de frein, train roulant, amortisseurs et autres, où il y a un site, hein, vous pouvez aller voir à Quinton Hazel. Michelin Motorsport avec le CERTA, et donc je remercie Philippe Planex, donc, qui est là pour m'aider tout le temps. Je tire un coup de chapeau à José Nunes, qui est parti à la retraite de chez Michelin, l'ingénieur qui lui a vécu justement la période de 2005 avec le problème de pneumatique qu'ils avaient rencontré. C'est José qui avait géré ça, le pauvre, c'était vraiment très compliqué. En fait, le problème, il venait de l'effet de la du banking. Oui. Voilà, du banking, qui faisait que ça faisait chauffer les pneus et qu'effectivement, ils ne voulaient pas prendre des risques, ils ne voulaient pas tuer de pilote. Donc, ils ont fait pour la sécurité et ils avaient demandé à faire une chicane pour juste refroidir les pneus. Ça avait été refusé, oui, effectivement. Les autres avaient refusé, donc ça, ce n'était pas très sportif. Mais voilà, Michelin, je les remercie parce que c'est aussi grâce à eux si j'ai pu avoir une voiture aussi efficace et performante. Donc, merci encore à José Nunes. Et bien sûr, je remercie Randolph, les lunettes des pilotes de chasse des USA. J'ai aussi mes partenaires Metal 5, Frein 5, Injection 5, Neokin, Soliten, c'est tous les produits d'entretien moteur et cosmétiques, on va dire, des voitures. Et puis, bien sûr, vous allez voir Ice Tropez, Domaine Tropez, parce que c'est bientôt l'heure de prendre un petit verre. Et puis, à l'occasion, voilà, venez, je vous ferai goûter, bien sûr, de l'Ice Tropez. La famille Pernod connaît bien le produit, ils en sont assez fans, je crois. Et puis voilà, merci à tous, prenez bien soin de vous. Ça m'a fait plaisir de pouvoir discuter encore une fois avec vous. Je suis un peu bavard, hein, désolé si j'ai pris un peu trop de temps, mais quand on me donne la parole, j'en profite. Et merci encore une fois à tous ceux qui nous suivent, à tous ceux qui nous soutiennent. Merci aux organisateurs, je sais que c'est compliqué pour eux. Tous les partenaires justement qui vont rester, il y en a qui ne peuvent pas malheureusement nous soutenir parce que dans ces périodes difficiles, ça va être vraiment compliqué pour tout le monde. Mais merci à tous ceux qui font des efforts et qui vont rester présents pour qu'on puisse continuer à se faire plaisir sur ces belles épreuves du championnat de France de la montagne. Merci beaucoup. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, les jeunes qui veulent débuter ou autres, si vous voulez des renseignements, n'hésitez pas à m'appeler. Si je peux vous faire profiter de mon expérience, c'est avec grand plaisir. Eh ben, c'est cool. Le message est bien passé pour ceux qui en auraient le besoin. Alors, quant à moi, écoutez, je vous remercie, les amis, d'avoir été à mes côtés, d'avoir joué le jeu de ces interviews confinées. C'est cool, en espérant vous retrouver, bien évidemment, le plus vite possible sur les manches du championnat de France de la montagne. Pour terminer, les amis, je vous le rappelle, l'ensemble des interviews réalisées précédemment sont disponibles sur le groupe des Mordus de la course de côte. Restez connectés, bien sûr, parce qu'il va y avoir de nouvelles vidéos. Donc, bien évidemment, n'hésitez pas à les retrouver. Merci à vous, les gars. Bonne soirée. Merci. Allez, ciao. Salut. Merci, à bientôt. Merci. Salut.